Produit avec le soutien de la MDJS. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Radio Ma'arif, votre podcast préféré, n'est-ce pas? Le podcast Icône, 30 minutes pour rendre hommage et mettre la lumière sur des icônes nationales. Alors vous connaissez le principe, il y a deux personnes qui vont défendre chacun leur icône de prédilection. Et ceux qui s'y collent aujourd'hui sont à mes côtés. J'ai nommé Mehdi Bouziane, acteur associatif, sabah al-khair, ou la msa al-khair d'ailleurs, en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et Reda Allali, l'illustre fondateur de ce podcast. Salut. Bonjour monsieur. Ouais, acteur associatif. Non, enfin j'aime bien, je sais pas. Ouais. C'est flou. C'est flou en même temps un peu digne, tu vois. Il y a de la dignité dans cette étiquette. Et tu n'as pas besoin d'en rajouter. Illustre fondateur de ce podcast. Acteur associatif. Alors, on va s'y mettre là. Et donc, pour aujourd'hui, c'est Mehdi Bouziane qui va démarrer. Quelle est l'icône que tu as choisi de nous présenter? Alors, j'ai pensé à professeur Abdelrahim Harouchi, ancien ministre de la Santé, ancien ministre de la Solidarité, l'homo papillon. Donc voilà, c'est la personne à laquelle j'ai pensé. C'est quelqu'un qui nous a quittés il y a quelque temps, mais qui a marqué un petit peu la scène politique, mais aussi la scène des ONG. C'est quelqu'un qui a été assez présent, on le connaît, je pense... via les médias aussi. Via les médias, aujourd'hui encore, ceux qui se rappellent de lui, il y a des spots de citoyenneté de l'association AFAR. C'était aussi le président fondateur de l'association AFAR. Et donc, son œuvre se perpétue encore aujourd'hui. Alors, tu l'as choisi pour le personnage, pour l'homme, pour ses actions. Qu'est-ce qui fait que c'est une icône pour toi? C'est une icône... Physiquement, c'est une icône. Hein. C'est quelqu'un, pour ceux qui se rappellent, traînait toujours avec son nœud papillon à toutes les occasions. C'est quelqu'un qui est toujours dégagé de la bonhomie. Il avait une manière de parler assez spécifique. Et aussi parce que dans mon parcours, c'est quelqu'un dont j'ai assisté un petit peu au travail et qui a impacté, entre autres, une association dans laquelle j'ai collaboré pendant longtemps. Son action a été un peu fondatrice de cette association. Donc une inspiration aussi. Moi, je sais pas pour toi, Reda, mais maman, quand il passait à la télévision, elle adorait en fait sa façon de parler. Et je sais pas pourquoi elle jugeait utile de l'annoncer à tout le monde. En fait, dès qu'il passait à la télé, on l'entendait à table. Il y a la professeure Harouchi à la télévision. Et on accourait en fait. Parce que sa façon de parler, je crois, ou je sais pas. C'était un peu le tonton de beaucoup de gens, je crois. Un tonton imaginaire, j'ai envie de dire. Non, mais en fait, je sais pas si t'es d'accord. C'est un peu l'irruption dans un monde politique qui est très codé, très codifié, très guindé, très même un peu, comment je vais dire, glacial. Glacial, il y avait à l'époque pas beaucoup de médias, il n'y avait pas Internet, enfin il n'y avait pas des réseaux sociaux où tout le monde parlait, on s'est habitué à la parole publique, et c'était un ovni un peu, voilà. Un ovni qui arrive, un personnage, on se demande, on se réjouit qu'il soit arrivé là, on se demande s'il va s'en sortir là-dedans, et en tout cas c'est le souvenir que j'ai, voilà. C'est ce qu'on appelle la société civile, etc. C'était pas vraiment à la mode. Voilà. C'est vrai. Effectivement. Alors, lorsqu'il fait irruption dans le monde politique en 93, c'était un moment assez difficile politiquement. C'était les négociations échouées entre Hassan II et la gauche et l'Istiqlal. Donc, on ramène en 93 ce gouvernement fait de technocrates. D'ailleurs, c'est un gouvernement où on va retrouver notamment Harouchi, mais aussi d'autres figures qui vont perdurer sur la scène politique. C'est Hassad, c'est le gouvernement où on voit débarquer Mourad Cherif, c'est le gouvernement où on voit débarquer Mziane Belfaqih, où on voit débarquer Driss Jitto. Donc, il vient à une époque où on commence à voir des ministres, disons, plus télégéniques, qui parlent, plus modernes, mieux. Vu là, c'était l'époque où on a plus ou moins ouvert les yeux sur la politique de manière plus sérieuse. Et donc, avoir effectivement cette icône avec ça, je me rappellerai toujours de son nœud papillon, faisait un petit peu tâche dans le paysage médiatique. Après, j'ai pas beaucoup de souvenirs sur ce qu'il a laissé, bien que les gens qui le connaissent dans la médecine parlent d'un très bon chirurgien, un pédiatre chirurgien. On se rappelle de lui
éventuellement comme un bon ministre de la Santé. C'est un bon pédagogue apparemment aussi, D'un beaucoup dans la bon transmission. Pédagogue, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé à la faculté de médecine, qui a beaucoup travaillé sur la transmission, effectivement. Mais je connais pas très bien cette facette-là, disons, scientifique ou la médicale d'El Harouchi. Mais c'est quelqu'un qui a laissé bonne impression dans ce domaine. Et puis, effectivement, c'est quelqu'un que les gens aiment bien regarder parler. Avec pas son accent, il avait une manière... Flow. Il avait un flow intéressant qui faisait que ça faisait plaisir de l'entendre et de l'écouter. Et pédiatre de formation, donc c'est peut-être aussi un peu ça, peut-être qu'il nous parlait à tous, comme des petits-enfants. Non, mais il y a un côté vrai, en fait, dans le bonhomme, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce soit dans le fond et dans la forme, on a tous l'impression que c'est quelqu'un qui nous parlait. Bah oui, mais de toute façon, tous les Marocains voient les médecins. Non mais c'est vrai, et surtout les pédiatres, etc. On a l'habitude de les écouter, ils sont très importants pour nous, et on se retrouve comme ça avec ce bonhomme-là qui nous parle un peu comme ça. Et c'est le souvenir que j'ai. Alors, je sais pas très bien quel est son parcours avant. Alors son parcours avant, de médecin, je crois que la France a Cochin, je crois. Il me semble. En France, il est rentré, il a exercé la fac de médecine, il a été professeur de médecine, très apprécié au niveau de Casablanca. D'ailleurs, je pense qu'après son décès... Il est casablancais ? Je ne sais pas s'il est casablancais, mais en tout cas, il a longtemps vécu à Casablanca. D'ailleurs, après sa mort, on dédie son nom aujourd'hui à l'hôpital des enfants du CHU, porte le nom du professeur Harouchi. C'est quand même, c'est-à-dire même dans la communauté médicale, on lui reconnaît ce statut. Moi, j'aimerais bien par contre en savoir plus sur le fait qu'il ait inspiré la vocation associative de... je veux savoir. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Il y a deux événements qui m'ont fait penser à professeur Harouchi. Je ne sais pas si tu te rappelles, vers 2004, il y a le roi qui visite l'orphelinat d'Ain Choc. Donc il fait une visite avec le Harouchi, avec le Wali, avec toute la... Mais il est ministre de la Harouchi. Il est ministre de la solidarité. Alors c'est son deuxième passage par le gouvernement. On est sous l'ère Jto, c'est le deuxième gouvernement Jto, donc il fait appel à lui pour diriger le ministère de la solidarité. C'est un ministère assez récent. Hein. C'est un ministère qui a beaucoup été rattaché à au travail, la jeunesse, etc. Et donc c'est une des premières fois où ce ministère devient un département plein, avec le Harouchi à sa tête. Et il visite l'orphelinat d'Ain Choc, donc on a une façade parfaite qu'on présente au roi. Et là, Harouchi arrive à sortir du circuit officiel, quasiment prend le roi par la main, au détour d'un couloir, il se retrouve dans la vraie vie. Dans un autre bâtiment. Et là, les conditions sont catastrophiques. Alors, ce bâtiment, c'est quoi exactement ? Et d'ailleurs, cet événement donnera lieu à une loi, etc. C'est-à-dire, c'est un événement qui ne s'arrêtera pas à la Radba. Et donc, il tombe dans un bâtiment complètement délabré, avec des conditions que vous ne pouvez pas imaginer, et avec beaucoup de jeunes adultes ou d'adultes dans ce bâtiment. En fait, il s'agissait d'une dépendance dans laquelle tous les enfants de l'orphelinat ou qui ont dépassé les 18 ans d'âge sont relégués là-bas dans des conditions vraiment à la limite de l'humanité. Donc vous pouvez imaginer des adultes à côté d'un orphelinat où il y a des enfants, avec à peine un mur pas très étanche entre les deux. Et donc tout ça va faire éclater une véritable colère. Il y a quelques dizaines de personnes qui se retrouvent. Mais c'est filmé ça quand tu dis c'est documenté. Alors c'est filmé. J'ai essayé de retrouver la vidéo, mais c'est filmé. Je me rappelle très bien. Ça passait sur la RTM et sur 2M, et ça avait fait la une des journaux. Donc pendant les quelques jours après cette visite, bien évidemment, l'ouverture de chaque journal télévisé, c'était arrestation de Flan, qui était plus ou moins. C'est arrivé aux arrestations. Ah oui, il y a des gens qui passaient de la prison. Non, mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est le courage du bonhomme qui fait dévier le roi déjà d'un circuit officiel et qui va faire exploser une administration, en fait. Qui va faire exploser une administration qui va faire aboutir... C'est pas facile, quoi. Alors, après ça, on aura une loi, la loi 1405, qui gère les établissements de protection sociale, qui va chambouler la manière dont travaillent les orphelinats. Après, comme toutes les lois, on peut rediscuter, comme toutes les lois prises dans ce cadre un peu tendu, etc., c'était pas la plus bénéfique des lois, in fine, mais de ce détournement, il y a eu un changement assez important. Et j'imagine qu'il y a eu des ennemis après ça. Qu'il y a eu des ennemis. D'ailleurs, quand on lit, on dit que c'était aussi un petit règlement de compte entre. Il y a plusieurs interprétations
Mais voilà, et je pense qu'il a eu le courage de pointer. Je pense qu'à un moment donné, étant ministre, il s'est rendu compte que la seule manière de faire bouger les choses, peut-être, c'était De donner un coup de pied dans la fourmilière. Coup de pied dans la fourmilière. Effectivement, par la suite, son administration, l'entraide nationale qui gère ces établissements, a beaucoup amélioré pendant un certain temps sa manière de travailler de manière à... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé il y a 10-15 ans à l'orphelinat de Ain Chouk est en train de se passer un petit peu à l'orphelinat de Bernossi. On aimerait bien qu'un professeur Harouchi fasse la même chose à Bernossi, parce que ce qu'on assiste aujourd'hui dans des orphelinats, je parle de Bernossi, mais c'est aussi dans d'autres orphelinats, c'est que c'est des orphelinats qui n'ont pas d'exit stratégie pour leurs enfants. Quand ils atteignent la majorité. Donc, quand ils atteignent la majorité, on les met dans un coin à côté, et voilà comment on règle les problèmes. Bon, avant de passer à la prochaine icône, on va quand même essayer de répondre à la question de Reda, et donc tout ça inspiré du courage chez Mehdi. Il faut qu'on réponde quand même, sinon il va m'en vouloir après. Qu'est-ce que ça a inspiré, toutes ces belles choses? Je parlerai de deuxième petit événement. C'est plus lié au travail que j'ai fait pendant quelques années auprès de la Fondation marocaine de l'étudiant. Il était ministre de tutelle. Alors, Fondation marocaine de l'étudiant, c'est une association qui donne des bourses d'études supérieures aux bacheliers issus justement de ces orphelinats, ceux qui sont arrivés à s'en sortir avec de bonnes notes et un bac, ils les prennent en charge. Et Harouchi, à l'époque, je pense 2004, il avait été invité par cette association pour assister à un dîner de gala pour lever des fonds. Et une des rares fois où un ministre, devant un public, prend un engagement en disant « ce que vous faites, c'est très bien, je vais vous aider », lundi d'après, les téléphones avaient commencé à bouger pour signer des conventions. Et sincèrement, ce qu'il a fait avec cette fondation a permis à cette fondation aujourd'hui, qui en 2004 c'était une fondation petite avec quelques dizaines de bacheliers bénéficiaires, et grâce à l'appui du ministère et de l'entraide nationale, entre autres avec l'appui de Harouchi, cette association aujourd'hui est devenue une grande association qui gère pratiquement 2000 étudiants boursiers. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui n'avait pas peur de bousculer son administration pour accomplir le travail dont il se pensait investi. Tu as parlé de l'orphelinat de Bernossi, j'ai eu l'occasion d'y faire... je pense 2, 3 ou peut-être plus de concerts là-bas. C'est des lieux où, enfin, nous on vient pour jouer, on essaie de donner ce qu'on peut donner et de repartir. Ce qu'on peut donner, c'est un concert. Et j'ai vraiment des souvenirs très, très frappants de ces moments, parce qu'il y a une énorme intensité. C'est un sentiment très bizarre, d'un sentiment de joie vis-à-vis de l'intensité de ce qui se passe à ce moment-là, parce que c'est pas un concert normal. Et en même temps, une impression de tristesse qui t'envahit quand tu vois la fameuse no exit stratégie dont tu parlais, etc. Voilà. C'est tout ce que j'ai à rajouter, parce que c'est donc évidemment tous les gens qui font vivre et survivre ces endroits-là méritent plus grand respect. Ouais. Complètement. On fait du coup une petite pause et on revient pour la deuxième icône. Et c'est à Reda Allali de jouer qui va nous présenter son icône. On va changer de monde, excusez-moi les amis. Mehdi Bouziane, est-ce que tu aimes le foot? Oula, hésitation. Oui, en groupe, quand c'est festif. Non, on va pas te séquestrer. Quand c'est festif, j'aime beaucoup sortir voir des matchs avec des copains, c'est magnifique. Mais bon. Ouais, moi je vais vous parler d'un footballeur que j'aime beaucoup, et je vais vous parler déjà d'un poste qui me tient à cœur, c'est le poste d'arrière gauche. Alors pourquoi les arrières gauches me plaisent? Alors, déjà l'arrière gauche c'est un poste très spécifique, hein. C'est très rare. Toutes les équipes en cherchent, tu vois. En équipe du Maroc, on a beaucoup de mal à avoir un arrière gauche. Enfin, c'est vraiment une denrée très rare. Déjà un gaucher, c'est beau. Maradona, ça, c'est cette espèce de déséquilibre qu'il induit dans la conduite de balle. C'est quelque chose que quand tu regardes du foot, c'est quelque chose que tu sens très vite. Surtout que les gauchers sont très souvent plus gauchers que les droitiers ne sont droitiers. Voilà. Donc ça donne quelque chose d'un peu exclusif dans leur jeu. Je suis pas sûr d'avoir compris cette phrase. C'est-à-dire que quand tu es gaucher, quand tu es droitier, très souvent c'est plus évident quand c'est gaucher, c'est plus évident. Non, c'est-à-dire quand tu es droitier, tu peux avoir un bon pied gauche. Ok. Voilà. Et donc tu as plus ou moins les deux pieds, pas dans les mêmes proportions. Quand tu es gaucher, très souvent tu es très peu droitier. Ce qui est une espèce d'exclusivité, c'est-à-dire qu'on te trouve très souvent dans le côté gauche, et en particulier à ce poste d'arrière gauche qui, alors je vais pas faire une grande envolée, mais si je vais la faire sur on insiste. Le latéral, c'est le poste qui a énormément évolué. Au début, l'arrière gauche, c'est quand tu joues en foot amateur.
auditeurs, c'est le bonhomme, voilà, qui, on n'a pas de bon gaucher, on va mettre quelqu'un là-bas pour boucher le trou, pour essayer d'empêcher que les gens passent par là-bas. Et c'est vraiment, quand il y en a un bon, alors là, l'équipe est transfigurée. Okay. Voilà. Alors, on peut parler de Maldini, le grand, élégant milanais arrière-gauche. On peut parler de Roberto Carlos, le surpuissant défenseur brésilien, de Marcelo, qui est quasiment un ailier. Et chez nous, on a eu Abdelkarim El Hadrioui. Voilà. Ce Abdelkarim El Hadrioui, alors il a un parcours parfaitement classique, né à Cesa, comme beaucoup de grands footballeurs. Papa qui est président du club de 2e division de Cesa, donc famille de sportifs, repéré très vite par les phares. Et à l'époque, quand tu es repéré par les phares, tu es convoqué. On parle de quelle époque? Voilà, il est né, je pense, en 72. Donc il arrive au phare dans les équipes de jeunes à 15-16 ans. Donc on est dans la fin des années 80. D'ailleurs, c'est Faria qui le place sur l'aile gauche tout de suite parce qu'il est plutôt défenseur central. Et il s'installe dans l'équipe du Maroc début des années 90 et il va occuper ce poste jusqu'à fameux match de 2001 où le Maroc se fait éliminer par le Sénégal en Coupe du Monde. Donc c'est quelqu'un qui va occuper le poste d'arrière gauche une dizaine d'années dans l'équipe nationale et va l'occuper de façon particulièrement efficace. C'est quelqu'un qui était rarement blessé, très peu de rouge, le joueur discret, vraiment le modèle de l'abnégation du joueur un peu vintage des années 90, pas bling bling pour un sou, tu vois. Ouais, justement, qui fait son boulot, mettre en opposition avec Daoudi qui était la star sur le même côté. D'ailleurs, Louzani les a fait jouer l'un derrière l'autre parce qu'il voulait les deux et en même temps ils étaient plus ou moins dans le même poste. C'est pour ça qu'on a eu Daoudi au milieu de terrain et Hadrioui derrière lui. Et pourquoi Hadrioui est exceptionnel? Hadrioui est exceptionnel pour une raison très simple, c'est qu'il a une qualité de pied gauche, une qualité de centre magnifique. Typiquement, c'est le bonhomme qui nous donne 2 qualifications à la Coupe du Monde. Voilà, c'est assez incroyable. En 93, le Maroc joue contre la Zambie. Centre de Hadrioui, tête de l'Arlési, but, qualification à la Coupe du Monde. 1-0. 4 ans plus tard, Maroc-Ghana à Casablanca, centre de Hadrioui, tête de la Rib, but, qualification à la Coupe du Monde. Donc c'est le bonhomme qui nous a donné 2 qualifications à la Coupe du Monde sur ces 2 centres du pied gauche. Et le deuxième, celui du Ghana, est important parce que quand vous le regardez, vous allez vous rendre compte d'une particularité technique très importante chez Abdelkarim Hadrioui, c'est qu'il est capable de centrer sans déborder. Un peu comme Beckham. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au fond de la ligne de touche pour remettre en retrait. Tu as une qualité de centre, ce qu'au font très bien aujourd'hui des joueurs plus récents comme Alexander-Arnold de Liverpool, des gens comme ça qui sont capables d'avoir une super qualité de centre sans être obligés d'aller déborder, etc. Et c'est typiquement ce que faisait très bien Hadrioui, qui a eu donc cette carrière-là, qui fait donc 2 Coupes du Monde 94 et 98, qui signe ensuite au Benfica. Alors, Lisbonne, et qui fait un chouette passage à Benfica, ensuite il va aller à l'AZ Alkmaar, hollandais, où il va faire effectivement, il va être titulaire tout simplement. C'était l'époque où on pouvait aller de Botola en première division européenne majeure sans avoir véritablement de problème de niveau. Lui, il a eu un autre problème, ça nous plonge dans le football des années 90, c'est que les joueurs des phares avaient des statuts, je pense, en tout cas peut-être lui, de gendarme ou de militaire, et donc ils n'étaient pas transférables. C'était des joueurs que les phares ne vendaient pas. C'est-à-dire qu'on avait une possibilité de transfert. Il fallait l'autorisation de la fédération. Les phares ne donnaient pas d'autorisation. Abdelkarim Hadrioui avait donc 3 offres, une de Chelsea, une de Benfica et une autre du Sporting. Chelsea, ça a capoté pour une raison terrible, c'est que les recruteurs de Chelsea ont un accident d'hélicoptère. C'est fou. Et donc, c'est Hassan II lui-même. Alors, on est vraiment dans le foot des années 90. Il faut se mettre dans le mood. C'est Hassan II qui l'autorise à quitter le Maroc et qui choisit qu'il ira à Benfica. C'est pas très loin en plus. On est dans ça. Voilà. Il y avait voilà, il le dit, voilà, c'est le roi qui a choisi ma destination. Je suis allé à Benfica, j'ai fait une chouette carrière, je suis allé à l'AZ Alkmaar. Et Hadrioui nous permet vraiment de mettre le spotlight sur des joueurs qui sont en fait nés trop tôt. Dans le sens où quand tu vois aujourd'hui son salaire à Hadrioui au phare, c'est 2500 dirhams par mois. Oui. On a beau être dans les années 90, peut-être le niveau de vie. Même, oui, c'est quand même pas, c'est pas c'est pas la grande gloire. Voilà. Alors évidemment, quand il va, et c'est des joueurs qui subissaient leur transfert plus que les initiés ou bien qu'ils les contrôlaient ou bien qu'ils les négociaient. C'est-à-dire qu'on ok, tu peux partir, on va te mettre là. Opacité complète sur les finances qu'il peut avoir. Voilà, exactement. C'est le bonhomme qui était, donc, je répète, jamais blessé, rarement des rouges, efficace en défense, titulaire pendant des années et qui quitte l'équipe nationale sur la pointe des pieds à l'occasion du gros changement de génération qu'il y a eu en 2001. Et c'est un joueur auquel j'ai envie vraiment de rendre hommage parce qu'on a peut-être sous-estimé la qualité au moment où on l'avait. Quand on voit qu'aujourd'hui, depuis quasiment 10 ans, on souffre pour avoir des arrières gauches, on est obligé de mettre Hakimi qui est droitier à gauche, ou enfin en tout cas c'est pas son quand on voit tout ce qu'on a souffert pour essayer parce qu'un arrière gauche fait la différence et Abdelkarim Hadrioui faisait la différence. Voilà. Et ben on en apprend des belles. Je sais pas si alors, je me souviens si tu connais le personnage. Je
connais un petit peu le personnage. Le problème, c'est qu'à cette époque aussi, les joueurs n'accédaient pas à ce star system qui faisait que... C'est une époque que j'ai suivie légèrement en termes football. Je me rappelle très bien de son centre et de la tête de l'Grécie, un peu moins du Ghana, dont tu as parlé. Mais c'est des gens qui étaient peut-être très bien connus par des gens qui suivent le foot de manière très particulière. Mais comme ça, en spectateur lambda, il y avait pas de star system. Et donc, ça se fondait dans la masse d'une équipe nationale, et donc on jugeait une équipe nationale par rapport à son rendement global et non pas par rapport aux individualités de l'un ou de l'autre. Aujourd'hui, c'est vraiment, on a l'impression qu'une équipe de foot est faite de 11 petites équipes et chacun défend sa chapelle, les passes. Peut-être pas de star system comme on le vit aujourd'hui, mais il y avait quand même des individualités, parce que moi par exemple le foot j'y connais pas grand chose, mais le Hadraoui c'est dans ma tête quoi. C'est un nom qui revient. Mais c'est différent on va dire. Déjà, pour qu'il y ait un star system, enfin à mon avis, je vois que le joueur ou la star devrait être extrait de la société pour avoir un statut supérieur ou en dehors de la société dont il est issu. Le footballeur marocain des années 90, il est inséré dans la société. Il n'est pas 15 kilomètres au-dessus du public. Alors peut-être qu'il a des avantages en particulier à l'époque avec la proximité avec le roi, le fait qu'on était qualifié en Coupe du Monde, le fait qu'il jouait au phare, il était bien plus à l'aise sans doute que la majorité des gens dans les tribunes, mais il n'était pas non plus une rockstar. Supérieur. Voilà, on était dans le même monde, des gens qui allaient à peu près dans les mêmes cafés, des très accessibles. Je n'ai pas d'interview, Hadraoui, mais je n'ai pas d'image, de son, de déclaration. Et ce qu'on considérait comme naturel, quand je dis né trop tôt, c'est né avant l'explosion des salaires, avant le star. C'est quelqu'un qui c'est un joueur d'équipe nationale. Hadraoui, il a été international cadet, international junior, international A. Il y a des joueurs comme ça qui ont énormément donné et dont on peut se demander avec légitimité s'ils ont reçu autant qu'ils ont donné. On a vu la qualification en Coupe du Monde 2018, dans quel état de joie ça a plongé les Marocains, et c'est bien normal, et c'est quand même un grand moment. On en a eu deux. On en a eu deux dans les années 90, avec ce bonhomme-là, voilà, qu'on a fini par considérer comme naturel, ces qualifications. Et ces joueurs-là, alors en plus, je t'explique, c'est quand même l'arrière latéral des phares. C'est-à-dire qu'un latéral, il a aussi la particularité de se taper le public dans les tribunes, vu qu'il est le plus proche. C'est vrai que quand ça fuse, ça doit pas être très joli. Non, c'est pas la classe, quoi. Donc, quand je vois aujourd'hui la susceptibilité des joueurs sur les réseaux sociaux, où ils répondent aux gens qui les critiquent, ils se vexent, ils parlent de Hamla contre eux dès qu'il y a trois bonhommes qui les trouvent mauvais. Est-ce que sont pris ces pauvres joueurs des années 90, comme typiquement Hadraoui qu'on avait sous le nez quand il venait jouer à Casa à moins de... et qui n'ont jamais répondu par un mauvais geste, une mauvaise déclaration. Et Dieu sait si on était abusif dans notre façon de déstabiliser. Je le dis, j'ai mauvaise conscience, j'ai envie de m'excuser. mais c'est aussi quelqu'un qui est issu du cru, mais qui a fait une bonne carrière internationale. Oui, c'est l'occasion de le redire. C'était des joueurs, toute la génération 98, issus de Botola, et a signé. Tahal Khalej est parti aussi à Benfica. Chipo est parti en première ligue, il a fait du Coventry et compagnie. Nibet, n'assistons pas, c'est la plus grosse carrière qu'on ait eue, etc., etc. Bon, je vais pas tous les faire. Camacho a été très performant. On va les garder pour d'autres en Afrique. Non, c'était une génération qui est... Chiba a fait la Liga à Compostelle. À Compostelle. En tout cas, c'est une génération qui est sortie de notre championnat et qui a signé dans les clubs européens et qui a joué d'ailleurs sans problème. Et c'était vraiment pour moi une génération que j'aime beaucoup parce que tu sais là, cette défaite cruelle en 98, enfin tu gagnes 3-0 contre l'Écosse et tu es éliminé par un penalty un peu foireux qu'on va accepter bien plus tard avec une deuxième vidéo. La défaite, c'est ce que je pense souvent, crée au moins autant de liens affectifs que la victoire. Voilà. Cette espèce de la défaite cruelle est un ciment social, c'est-à-dire que le sentiment d'injustice partagé. Et les pleurs nationaux. Et d'ailleurs, ils sont reçus à leur retour comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Par le sentiment d'injustice. À la limite, ça aurait peut-être été moins... même mieux qu'une victoire. Si tu passes, je crois que tu tapes l'Italie, peut-être tu sors contre l'Italie la tête bas, j'en sais rien. Mais toujours est-il que les pleurs de Basset, les coups de pied dans la bouteille de Henri Michel, tout ça fait les gens abattus. Tu vois, un type comme Nibet, qui est quand même pas le plus grand des sentimentales, qui prend un coup sur la tête, qui finit par terre dans la dernière minute. C'est un scénario tellement dramatique, mélodramatique, que tu es parce que tu es dans le même état. Oui, t'es à fleur de ton côté peau de la aussi. télé, sans sortir.
Voilà, c'était mon moment arrière-gauche et j'adore ce bonhomme-là, j'adore ce qu'il a représenté en termes d'abnégation et de brasserie, je sais pas comment le dire, Modestie. Voilà, de modestie. Modestie. Bon, bah, c'est parfait. Alors, c'est acté. Deux icônes aujourd'hui. Abdelrahim Harouchi, le professeur, icône, hein, pour son nœud papillon, son sourire et son engagement associatif. Et son détournement de parcours officiel. Aussi. Et Abdelkrim El-Hadrioui pour toutes les belles choses que Reda vient de nous dire. Son yak arrière-gauche, tout ça. Voilà. المهم وداك الشيء اللي ما فهمتش. Merci à vous. Merci. Produit avec le soutien de la MDJS.